ravie de participer et de venir assister à cette table ronde sur la cybersécurité et la souveraineté pour booster vos défenses immunitaires. Donc, bien sûr, ces sujets-là sur le sujet de la santé. Donc, je suis Caroline de Rubiana, je suis responsable opérationnelle et responsable CSIRT de Cyberoc, qui est le centre de cybersécurité de la région Occitanie, créé par la région Occitanie, ADOC et l'association Equitia, pour répondre aux problématiques de la cybersécurité pour les organisations et soutenir la filière cybersécurité. Et aujourd'hui, j'ai 4 invités pour parler de ces sujets-là. Donc, je vais les laisser se présenter. On va commencer par Jean-Christophe. Merci. Je suis Jean-Christophe Stenbach, je suis médecin. J'adore le titre du forum, hein, Booster vos défenses immunitaires. Donc je suis médecin, je suis angiologue, mais angiologue déchu, puisque je suis devenu médecin d'IM et puis directeur des systèmes d'information à l'hôpital de Castres-Mazamet et au GHT, Cœur d'Occitanie. Merci. Charles-Étienne, ensuite. Bonjour à tous, Charles-Étienne Gariel, moi je suis le vice-président marketing et vente de NetExplorer. On est un éditeur logiciel français basé à Toulouse essentiellement et à Paris. Et on propose un service de gestion et de partage de fichiers en ligne. Et globalement, notre mission, c'est vraiment de permettre aux utilisateurs des organisations qui utilisent NetExplorer de collaborer très simplement sur leurs fichiers, de les partager, que ce soit ponctuellement ou de façon plus permanente, de les valider, de les signer. Tout ça avec une particularité, c'est qu'on gère l'infrastructure aussi sur laquelle repose le service. Donc on est vraiment à la fois éditeur logiciel et on gère aussi du hardware. Et on fait certifier la totalité du service sur des normes de sécurité, sur des données sensibles, type des données de santé. Donc c'est vraiment une maîtrise de toute la chaîne. Merci. Xavier. Xavier Lagocque, en fait, je suis médecin aussi, en activité encore. Je suis réanimateur à la base, mais je suis chef de la sécurité et des data à l'IUCT Oncopole, Claudius Rego, donc en fait le centre de lutte contre le cancer. Ancien auditeur de l'IHEDN en cybersécurité et souveraineté numérique et commandement de réserve au commandement cyber du ministère de l'Intérieur. Voilà. Sacha. Bonjour à toutes et à tous. Donc Sacha Illik, je suis directeur général d'IMS Networks. J'ai 20 ans dans l'informatique et l'industrie pharmaceutique. Voilà, on en parlera un peu plus tard. Et je suis papa de 2 futurs médecins. C'est important. Félicitations. Oui. Alors, je présente un petit peu IMS quand même. Mais bien sûr. Voilà, donc IMS Networks, c'est une société qui est à Castres. Hein, notre président fondateur l'a fondée en 1997 avec les laboratoires Pierre Fabre, avec également l'ensemble des organisations publiques, dont le CHIC. On a été opérateur télécom, mais on a très vite basculé vers les services managés. Et on fait évidemment de l'infrastructure critique. Donc on interconnecte, on protège en fait ces organisations et on fait de la cybersécurité. Et depuis 15 ans, on a 2 filiales vraiment spécialisées en cybersécurité qui fait de la gouvernance, qui s'appelle Civlex Technology Consulting. Et on est éditeur de solutions également, donc on essaie d'être en compétition avec évidemment du gros du marché et des Américains. Donc on fait un network detection de response, donc c'est un arsenal de détection à base de sondes réseau pour remonter en fait les événements qui se passent dans le réseau. Et cette filiale s'appelle Cust aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alors déjà un premier point, donc on ne va pas vous apprendre qu'il y a plein de cyberattaques. On va quand même faire un tout petit point d'abord avec Charles-Étienne et Sacha sur les menaces en général qu'on a aujourd'hui, rapidement. Et on fera un focus sur la menace santé avec Jean-Christophe et Xavier. Charles-Étienne. Peut-être en introduction, on va parler déjà des données. On va beaucoup parler de données aujourd'hui. Les données, c'est évidemment ce qui a une valeur importante. Dans le cas des données de santé, on peut même aller plus loin. C'est des données qui ont une valeur presque 10 fois plus importante que des données bancaires quand elles sont monnayées sur le dark web. Typiquement, un dossier médical, ça va être un dossier qui est unique à une personne. C'est un dossier qui ne va pas varier dans le temps. Ses pathologies, c'est le parcours de soins qu'il a suivi. Toutes ces choses-là sont des choses qui ont une valeur très importante parce que derrière, ce qui peut être fait sur la base de ces données, c'est quelque chose qui peut prendre de multiples formes. Ça peut être de la fraude sur l'assurance maladie, ça peut être du chantage, ça peut être tout un tas de choses très importantes. Donc voilà,
C'est ce qui fait que les établissements qui gèrent des données médicales et tout type d'organismes, ils sont des cibles privilégiées pour tous les pirates. Donc ça, il faut qu'on l'ait en tête. Et puis après, sur le type d'attaque qu'on voit, bon, on y reviendra beaucoup, mais les ransomware, c'est quelque chose d'important. Et bien sûr, le fait de chiffrer, ce n'est pas uniquement ça l'est d'être capable derrière de récupérer des rançons, mais c'est aussi du vol, c'est aussi vraiment de la fuite de données. Donc voilà, c'est les points les plus importants qu'on peut noter aujourd'hui. Merci. Alors, il y a un téléphone qui perturbe les micros. Donc, voilà, je ne sais pas. Vous me direz si c'est bon. Sinon, il faut les mettre en mode avion, peut-être. Sacha, que veux-tu rajouter par rapport à, à la menace en général, hein? Alors, vous connaissez un peu le contexte actuel. Donc, il est un peu stressant pour nous occidentaux. Bon, les attaques sont de plus en plus importantes, hein. L'ANSSI a publié plus 15% entre 2023 et 2024. Il y a eu plus de 5000 incidents critiques qui ont été remontés par l'ANSSI. Je crois que dans ces 5000, il y a 10% qui est lié à la santé. On va en parler un peu plus tard. J'ai moi-même vécu dans le domaine de la santé, évidemment, une attaque cyber. Tu as parlé de données. C'est un point important, la fuite de données, le vol de données. Mais je pense que pour les hôpitaux, c'est un truc majeur. Mais le deuxième truc majeur, c'est évidemment la perte d'exploitation et l'arrêt en fait de la production d'un hôpital, hein, qui a un système d'information qui est quand même assez complexe, hein. Jean-Christophe, peut-être tu nous le diras, mais moi, ce que j'ai vécu dans l'industrie pharmaceutique, tu dois le vivre également dans l'hôpital avec beaucoup d'outils. Donc, c'est deux sujets qui sont importants. Et la recrudescence en fait, de ces attaques, je crois qu'il y a eu 30 attaques en 2024 sur les hôpitaux, c'est ce que j'ai été chercher sur... Ouais. Oui, ouais. Une par semaine, tu dis. Voilà. Donc c'est plus que 30. Donc bon, il suffit de regarder un petit peu les informations et comprendre le risque cyber. Mais moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est qu'il y a même des choses aujourd'hui qui sont prégnantes et qui vont certainement éclater dans 10 ou 15 ans. C'est l'événement du quantique. Je crois que les vols de données chiffrées, on a l'impression qu'on a des données chiffrées, elles ne vont pas être déchiffrées parce qu'on a des clés de chiffrement qui soient asymétriques ou symétriques, hein. Donc asymétrique, on envoie une clé et puis celui qui reçoit en fait a une deuxième clé, et symétrique, on a une même clé pour déchiffrer. Il faut savoir que le chiffrement asymétrique, dans 15 ans, les quantiques, dans 15-20 ans, le quantique va déchiffrer. Voilà. Donc il suffit de mettre les datas de côté pour pouvoir ensuite déchiffrer avec des technologies qui seront avancées. Bon, c'est un peu plus difficile pour le symétrique parce qu'en fait la longueur des clés, on peut les multiplier, donc on a un peu de temps. Alors je dis ça parce que c'est quelque chose qui, nous, de notre côté, on a évidemment des systèmes de protection et de détection qu'on met en place aujourd'hui, mais on investit énormément pour l'avenir. Et le post-quantique ou les clés de distribution quantique, c'est des choses qui nous intéressent. Et dans le domaine de la santé, pas eu d'occasion d'en parler réellement, hein, mais dans le domaine du bancaire, c'est aujourd'hui le cas. Voilà, donc je pense que ça va arriver très rapidement dans le domaine de la santé. Merci Sacha. Alors avant d'en venir un peu aux solutions, moi j'aimerais que Xavier nous parle un peu de est-ce que l'Oncopole a subi des attaques, enfin s'il peut en parler, ou quel est le type d'attaque que vous voyez passer et que j'espère vous arrêter. Juste, je vais revenir sur le niveau de la menace qui est maximum, parce qu'en fait, on a vu passer une lettre du directeur de l'ARS qui a alerté en fait toutes les ARS de région en disant qu'il fallait qu'à avril 2026, ils soient prêts à enquiller 100 000 patients traumatisés en plus dans le cadre d'un engagement militaire en fait européen.
Donc en fait, Très rassurant, merci. Oui, voilà. Si on part de ce principe, en fait, comment vont faire, et actuellement la plupart de la guerre se passe dans le monde du cyber, on le sait très bien en fait côté militaire, comment est-ce qu'on va faire pour déstabiliser un pays une fois qu'en fait on a engagé au niveau militaire? On va déstabiliser toute la chaîne de la santé, aussi bien l'approvisionnement en ressources que en fait le traitement. Donc en fait nous on est la cible, alors j'en reviens à la question qui m'est posée, on est la cible quotidienne en fait de tentatives en fait de perversion, de tentatives d'intrusion, de tentatives de whaling, de tentatives de manipulation ou d'escalade de comptes par des messageries qui sont en fait des messageries personnelles et en fait qui sont reroutées sur des messageries professionnelles. Enfin, le média le plus vu, c'est les médias amovibles et puis en fait les réseaux sociaux et les emails. Donc en fait on y travaille très activement. On est vraiment, on met ceinture et bretelles et on règle chacune des menaces qu'on peut voir passer. Il y a une partie en fait qui est plus dangereuse et qui est plus insidieuse, c'est un SI de santé est un SI qui est poreux. Mais en fait, c'est par essence, il récupère des données de multiples horizons. Et les établissements de santé, généralement, sont interconnectés les uns avec les autres. Alors nous, on prend l'exemple du CHI de Toulouse avec lequel on est interfacé. Ceci étant, en fait, ils ont des prestataires de services qui se connectent sur leur SI. On a des prestataires de services qui se connectent par le SI. Et généralement, les failles de sécurité les plus problématiques à régler, ce sont les failles de sécurité latérales, c'est-à-dire en fait qui arrivent par les prestataires de services. Là, on met beaucoup plus de moyens et on a en fait du forensic à faire en local pour vraiment savoir en fait quelle était l'implication et en fait le périmètre de l'attaque. Donc en fait, oui, on a eu à gérer. On a à peu près un incident de sécurité relativement important par mois. Et puis après des incidents de sécurité mineurs, mais qui arrivent tous les jours en fait, avec les sondes dont on a parlé qui nous alertent et en fait on corrige au fil de l'eau. Mais comme on a une porosité avec l'extérieur, on peut pas, enfin on a une obligation de moyens. Et le résultat, en fait, on fait au best effort parce qu'on n'a pas forcément les moyens de tout sécuriser. Et il y a un truc qui est important à percevoir, en fait, dans le système de la santé, on a sur le SI énormément en fait, d'appareils de biomédical qui sont administrés par des gens qui sont à l'extérieur. Et je vous renvoie à ce qui a été publié au début de l'année, là, sur en fait une backdoor qui a renvoyé des données vers des sites chinois et qui était directement intégrée dans des moniteurs en Amérique. Très bien. Bon, vous avez eu un tour d'horizon assez déjà important. Là, Charles-Étienne a parlé de la volonté de voler de la donnée, qui est un peu une base. Sacha a évoqué le blocage des systèmes. Et là, Xavier nous a carrément bien montré qu'il y avait aussi tout le risque de la cyberguerre, tout simplement, avec la volonté de déstabiliser ou de toucher des hôpitaux. Et donc, je passe la parole à Jean-Christophe, qui va nous dire un peu, lui, comment tu te positionnes par rapport à ça. Comment le chic de Castres se positionne. Effectivement, le tableau n'est pas très rassurant. Moi, j'ai pris mes fonctions de DSI il n'y a pas tout à fait 10 ans et j'étais médecin DIM, donc très à proximité des médecins et des données dans le dossier patient. Et prenant ce poste, je me voyais plutôt comme la mise en œuvre du système d'information pour servir le patient. En fait, ça a duré 3-4 ans. Et puis, à partir de 2021, j'ai bien cette date en tête parce que nous avons été victimes d'un événement de sécurité. Heureusement sans conséquence, ça a été la découverte d'un virus sur un serveur de messagerie. Et là, c'était un peu l'électrochoc. On commençait en 2021, enfin en tout cas dans le milieu hospitalier, à parler plus sérieusement quand même des problèmes de sécurité. Et faisant cette découverte, moi j'ai presque dû violenter mes ingénieurs pour faire la déclaration à l'ANSSI. Ça a été, si, il faut la faire, oh, on n'a pas trop envie, ça va être que des problèmes. Ouais, enfin bon, si on ne réagit pas maintenant, plus tard, ce sera sans doute la catastrophe. Et je considère que cet événement de sécurité, qui n'a pas porté conséquence, enfin, ça a vraiment été un avertissement sans frais.
Alors il y a eu des frais, puisqu'il y a eu quand même des enquêtes avec des prestataires qualifiés, beaucoup de travail, de la remédiation. Mais voilà, depuis cette date-là, électrochoc au sein de la DSI sur les process, les outils, la façon de travailler. Et puis on a eu un deuxième événement de sécurité, alors qui ne rentre pas dans le cadre des attaques, mais qui reste quand même de la sécurité, puisqu'on s'est retrouvé 3 jours sans dossier patient informatisé, en raison d'une panne technique chez un hébergeur de données de santé national bien connu. C'était un 9 novembre, je crois que c'est en 2023. Et là, 3 jours sans dossier patient. Alors, on avait imaginé qu'un jour ou l'autre, il faille pouvoir travailler sans dossier patient. On a des procédures dégradées, c'est-à-dire des copies PDF de l'état du dossier à plusieurs moments dans la journée. Et donc, on s'était dit, avant l'événement, on se dit, on va les imprimer, puis on va travailler comme ça. Ouais, on peut travailler comme ça, d'abord c'est compliqué à mettre en œuvre, et puis on peut travailler comme ça 4, 8 heures, 12 heures, pas 3 jours. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus travailler. On ne savait plus où étaient les patients, parce que les patients continuaient d'arriver. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que pour redémarrer, la panne a duré 2 jours, et il nous a fallu 1 jour pour remettre les données au carré, faire le tour de tout l'établissement. On a 1000 lits pour savoir où étaient rentrés les patients, lesquels étaient sortis, et redémarrer dans des conditions propres. Et là, ce deuxième événement nous a fait vraiment prendre conscience, alors qu'il y avait le technique, ça c'était la cyberattaque sur le virus, mais qu'il y avait aussi tout le côté opérationnel, le côté métier, côté continuité des plans métiers. Et donc, de ces 2 épisodes, à la rigueur sans frais, puisque une cyberattaque c'est plutôt 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a vraiment beaucoup maturé. La DSI s'est profondément réorganisée à l'échelle de l'établissement et aussi à l'échelle du territoire, au niveau du GHT. Je pense qu'on pourra peut-être évoquer effectivement les réorganisations qu'on a pu faire un peu plus tard. Mais un élément, une menace qu'on a maintenant en tête, c'est presque la moitié du temps de la DSI aujourd'hui. Voilà. Alors qu'il y a 5 ans, 10 ans, on en parlait à peine. C'était l'antivirus et c'était à peu près tout. Et ça fait combien de postes, le FIC ? 1500 postes, 2200 agents. Et combien de personnes à la DSI ? Ah, il fallait pas que non, je pose la question. Non. Les hôpitaux ne sont pas connus pour être ultra florides. Aujourd'hui, on est 14 à peu près. Enfin, 12 et 14, ça dépend si on compte les apprentis. Enfin, c'est grosso modo ça les volumes. Le budget en général des hôpitaux, enfin de la partie SI dans les hôpitaux, il est aujourd'hui nationalement aux alentours de 1,2% du budget. Et l'objectif national, c'est de le porter à 2%. Voilà. Ah oui. Xavier, oui. C'est des recommandations nationales en fait qui nous ont été dictées par nos tutelles, mais il faut mettre un peu en perspective avec la sécurité bancaire qui émarge à 10 fois ce chiffre-là. C'est-à-dire qu'en fait, on ne joue pas dans la même cour classiquement. Et donc vous, votre organisation par rapport à la cybersécurité, par rapport à ces nouvelles menaces au niveau de l'Oncopole ? Alors, il y a des spécificités en fait dans le monde de la santé qui sont justement celles qui ont été évoquées, c'est-à-dire que grosso modo, sur un chiffre annuel, un directeur général, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir augmenter sa productivité. Augmenter la productivité, c'est investir dans des imageurs qui vont plus vite, qui ont une meilleure capacité de faire de l'image, dans des logiciels qui retraitent facilement, dans tout ce qui fait que en fait, c'est centré sur la production de soins. Secondairement, en fait, si il reste, ou du moins si on peut allouer un peu de budget, on augmente la DSI, parce que forcément, en fait, ce genre d'imageur, il faut bien stocker les images quelque part, parce que, en fait, c'est de plus en plus gros à chaque fois qu'on fait une image, et en fait, les flux sont de plus en plus rapides. Donc, en fait, il faut démultiplier l'infrastructure réseau. Et puis, en fait, s'il reste un petit peu de manne financière, on pense à la sécurité. Alors, c'est en train de changer parce qu'en fait, là, actuellement, les directeurs généraux et les ARS communiquent et en fait commencent à dire, en fait, un impact sur un CH comme le CH de Dax, c'est d'entrée de jeu une perte de 5 millions d'euros pour refaire le SI. Et puis après, en fait, c'est une running bill qui va rouler pendant plusieurs années pour arriver à restaurer la fonction. Donc en fait, ça, c'est un premier truc, c'est qu'on émarge à 1-2% en fait, du chiffre d'affaires et en fait, on est obligé d'essayer entre la DSI et le RSSI, d'aller au plus pressé, au plus sécuritaire.
Alors, en plus, dans les établissements de santé, la plupart du temps, le RSSI est sous la responsabilité du DSI. Ce qui fait qu'on est un peu jugé parti. Donc, en fait, on voit les choses de la même façon. Chez nous, en fait, ils ont pris le contre-pied. Et ce qui a été salué par Unicancer, c'est-à-dire que, grosso modo, moi, ma fonction, c'est d'attirer l'attention sur certains trucs. Et après, en fait, on met en production, on s'accorde avec le DSI pour dire, bon, bah voilà, en fait, on va y aller. Généralement, moi, j'ai assisté au CHU, un CHU qui est très, très proche, à une époque où, eh ben, en fait, comme le RSSI était sous le DSI, quelquefois, il y avait des priorités d'investissement qui faisaient que lui, il n'avait pas forcément les capacités, en fait, de sécuriser et ce qui est très problématique, en fait, parce qu'il porte la responsabilité de tout ce qui peut arriver, et donc, en fait, la perte de production de soins et tout ce qui est l'impact sur le patient, alors qu'en fait, il n'a pas les moyens de le faire. Et la plupart du temps, dans les centres hospitaliers, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, bah, donc, en fait, il y a ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est en fait tout ce qui est biomédical, qui est en fait une porte d'entrée, mais monstrueuse, pour des vecteurs externes et en fait des perversions du SI. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on applique les règles d'hygiène, hein. C'est-à-dire que grosso modo, on essaie de fermer les écoutilles, sectoriser, sécuriser des périmètres qui sont étanches, et puis en fait contrôler les médias d'entrée de l'agent vulnérant. C'est en fait c'est ce que vous avez mis en tête de la table ronde, c'est en fait il faut renforcer son système immunitaire. Alors en plus, je suis animateur, j'ai joué très longtemps avec le système immunitaire. C'est ce pourquoi on est ici en train d'en parler. C'est-à-dire que grosso modo, notre système immunitaire a grandi avec les agents infectieux qui étaient à l'extérieur, et pour autant, on n'est pas mort. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est adapté. Bah, c'est exactement ce qu'on va nous demander dans les hôpitaux. Merci. Alors, Charles, Étienne et Sacha, je sais que vous travaillez avec Jean-Christophe, donc justement, en quoi vous l'aidez pour sécuriser son centre hospitalier? Il y a différents points. Déjà, juste pour résumer un peu la situation, on est face à des équipes qui sont en général sous pression opérationnelle. Elles ont besoin de travailler, elles ont besoin que ce soit simple, elles ont besoin d'être focalisées, de passer d'une chambre à l'autre sans avoir besoin de reloquer sa session, de faire des choses compliquées parce qu'elles sont sur les patients et elles veulent que ça fonctionne. Avec des intervenants qui peuvent être multiples. Il y a évidemment il y a le patient et le personnel de santé, mais au milieu, c'est ce que tu disais, il peut y avoir des labos, il peut y avoir des équipements, donc une complexité d'acteurs qui interagissent les uns avec les autres. Et puis le tout dans un contexte financier qui est compliqué. Donc on est là-dedans. Après, on a la chance d'être en France avec déjà un cadre. On a un cadre réglementaire qui nous est donné, qui est la certification HDS, hébergement de données de santé. Et si je peux commencer par ça, c'est intéressant parce que c'est une obligation pour tout établissement qui va gérer de la donnée de santé, en particulier qui sera personnelle, d'être certifié. Et certifié, ça veut dire qu'on va vraiment aller tamponner un certain nombre de points, aller faire en sorte qu'au niveau technique, on va mettre en place l'équivalent un peu de la norme ISO 27001 qui est sur la sécurité des données, qui va être transposée au domaine médical et qui va amener tout un tas d'obligations, qu'elles soient techniques sur l'infrastructure, sur la traçabilité, sur la réversibilité des données. Et donc ce premier point est important au niveau opérationnel et important aussi au niveau juridique des établissements et des différents partenaires avec qui on va pouvoir travailler. Et c'est là où il y a aussi une vraie responsabilité de la part de tous les acteurs de vraiment s'assurer que cette certification, cette obligation, elle est bien suivie. Et tout bon RSSI, je pense que Xavier, tu t'en seras un bon exemple, va aller vérifier. Est-ce que le prestataire avec qui je travaille, il a vraiment une certification? Est-ce qu'elle est sur les 6 niveaux de cette fameuse certification si je travaille avec lui pour gérer mes données de santé? Est-ce qu'elle est référencée sur le site de l'ANS? Tout ce genre de choses est important. Est-ce que je vais signer un contrat qui va donner un certain nombre de règles, dont de la réversibilité, la traçabilité, tous ces points-là. Donc ça, c'est un premier point qui est un peu juridique, hein, bien sûr, mais qui nous donne un cadre déjà. Et puis après, sur la partie opérationnelle, je pense que Sacha va nous en dire un peu. Oui, merci. Alors, pour le GHT du Tarn, hein,
pas uniquement le CHIC. Hein. Le CHIC fait partie du GHT. On a plusieurs services. Le premier des services, c'est la protection. Voilà, ça, c'est évident. Sécurité périmétrique. D'ailleurs, tu as voulu échanger un document qui est tombé, d'ailleurs. Je n'ai pas réussi à dans le FortiMail. Voilà, donc on sécurise. Hein. Ouais. C'est toute la problématique de la sécurité, voilà. Le bon niveau pour pouvoir travailler quand même. Mais en tout cas, bon, on met des éléments de sécurisation. On a des infrastructures critiques. Tu as parlé de cloisonnement, c'est important. On travaille avec les équipes pour bien cloisonner en fait les différents environnements. Puis il y a une deuxième partie, c'est toute la partie détection. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le GHT, y compris le CHIC, c'est qu'ils ont une vision un peu globale en fait, de la cybersécurité. Ils ne font pas uniquement du poste de travail. Parce que quand on fait du poste de travail, on regarde juste une chose. C'est quand ça arrive sur le poste de travail, c'est trop tard. Donc on a mis en place un cybersoc qui est un peu plus global. On a mis des sondes évidemment autour des comptes, autour du cloud public, autour de O365. On remonte des informations de la télémétrie au niveau des firewalls et évidemment sur des postes de travail. On peut aller plus loin avec du NDR, mais on a une tour de contrôle aujourd'hui de détection qui est très importante, basée sur l'IA, et qui est en capacité de corréler en fait, les divers événements. Donc on fait ça. Mais ce qu'on peut faire également, et qu'on ne fait pas avec le GHT, mais qu'on fait avec d'autres, c'est toute cette partie amont de préparation à la cybersécurité. Alors, vous avez parlé de sensibilisation, je pense que c'est essentiel. Je crois que 47% en fait, des attaques viennent en fait, d'erreurs humaines. Hein. Et moi, je l'ai vécu en fait, dans mon passé, et c'est souvent le cas. Hein. C'est une erreur humaine, même s'il y a des solutions de protection, quand on a des attaquants qui mettent 6 ou 7 étapes, et puis c'est la 7e étape qui est en fait virale, c'est un peu compliqué de détecter tout ça. Alors la sensibilisation, pour moi, c'est quelque chose d'important, et c'est continuel. C'est pas parce qu'on fait de la sensibilisation qu'on n'est pas... enfin, l'erreur individuelle, après, et peut arriver. Deuxième point, c'est bien maîtriser les actifs et faire une analyse, en fait, une business impact analysis, parce que, tu l'as dit, on ne protège pas tout de la même façon. Et ça, je pense qu'il faut rentrer dans cette logique-là, sinon vous allez exploser beaucoup de cybersécurité. Il faut être en capacité d'avoir une sécurité à plusieurs niveaux. Hein, et le plus critique étant là où on dépense le plus d'argent. Et puis, on a dit protéger, détecter. Moi, il y a un vrai sujet qui est la gestion de crise et la remédiation, parce qu'on ne parle pas beaucoup de remédiation. J'ai vécu cette remédiation, c'est pas 2 mois, 3 mois, c'est peut-être 6 mois, des fois. Il faut savoir qu'un SI, c'est super complexe. On commence avec les choses les plus critiques, mais il faut 6 mois pour reconstruire un SI. Et moi, j'ai vécu un air gap, et on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est assez facile. Une entreprise, même si elle est grosse, on peut la mettre sous cloche. Je ne suis pas sûr qu'à l'hôpital, alors j'ai pas vécu de remédiation, on puisse faire un air gap. Alors comment, en fait, on se prépare à ça, à la reconstruction, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Soit on nettoie petit à petit et on insuffle des codes qui nettoient en fait la cybermalveillance, soit on reconstruit tout. C'est 2 stratégies qui sont complètement différentes. L'une est beaucoup plus risquée que l'autre. Et ça, c'est vraiment une question. C'est pour ça que j'aimerais bien, après cette table ronde, interagir avec vous, parce que c'est des choses qui nous questionnent, parce qu'on est aussi amené à faire de la remédiation. Il y a plusieurs éléments dans tout ce que tu as dit qui sont très intéressants. Peut-être demander à Jean-Christophe, alors la partie sensibilisation, justement, comment ça se passe? Elle débute depuis 2-3 ans. Voilà. On est accompagné par des instances régionales. Et là, on essaie vraiment d'activer tous les leviers. Ça a commencé en 2021 avec l'ANSSI, alors on peut pas faire une sensibilisation au sens électrochoc. Et puis depuis 2 ans, grâce à l'ARS, à l'Agence régionale de santé, et puis un bras effecteur qui est le GRAD, le groupement d'appui à la e-santé en Occitanie, le déploiement d'outils de sensibilisation, du phishing pédagogique. Chez nous, maintenant, là, on va tourner des vidéos pédagogiques qui vont rentrer dans le plan de formation des agents, avec de la traçabilité de formation, des exercices de simulation de cybercrise, donc des plans blancs, l'activation de plans blancs numériques. On en fait un par an.
En fait, c'est devenu obligatoire. En fait, on n'a plus tellement le choix. C'est Voilà. comme oui, il y a un vrai encadrement de ouais, l'ARS et des différentes instances. Comme les plans blancs numériques pour le SAMU, voilà, ou les urgences, on doit en faire un plan blanc numérique par an. Quoi d'autre de la sensibilisation au mail, de l'affichage. On est en train de faire imprimer des autocollants à poser sur les PC sur les bonnes pratiques. Si j'ai un signal malveillant sur l'écran, qu'est-ce que je fais ? Une infirmière, une aide-soignante, un médecin, ils ne savent pas forcément qu'il ne faut pas éteindre l'ordinateur. Ça va peut-être être le premier réflexe. Je débranche la prise réseau. Enfin, des choses tout aussi simples que ça. On est en train de former des référents. On a des référents pour le dossier utilisateur, le dossier patient. Donc, c'est des infirmiers, des aides-soignants qui sont dans les services et qui sont le relais de la DSI pour les questions du logiciel métier au quotidien. Ces référents sont en train d'être formés, une séance de formation début décembre, pour étendre la formation à la sécurité du DPI, qui est un moyen en fait, d'amener l'ensemble des agents à la sécurité au-delà du DPI, dossier patient informatisé. Hein. Oui, j'allais dire. D'amener les agents au-delà de la sécurité du dossier patient, mais sur la cybersécurité en général. Donc, un grand panel d'actions. On a la chance effectivement d'être accompagné par l'ARS en région Occitanie. Quelque chose de remarquable, ça a été l'octroi de financement dédié au GHT pour des recrutements de renforts de ressources humaines dédiés à des actions de cybersécurité. Et donc là, on a un accompagnement remarquable qui a permis d'embaucher, de doubler le temps de RSSI, d'embaucher un responsable des plans de continuité et de reprise d'activité, d'avoir plusieurs stagiaires apprentis dédiés à la cellule de sécurité, de mettre en place une cellule de sécurité propre au GHT, donc en recrutant donc ces personnes-là et en reformatant la DSI, de mettre en place, ça fait beaucoup de choses, hein, une astreinte de nuit dédiée à la cybersécurité qui n'existait pas. Hein. Il faut savoir que les hôpitaux comme Castres ou comme Albi dans le GHT, jusqu'à maintenant, nous n'avions pas d'astreinte de nuit. Donc si le dossier patient ne marchait pas, procédure dégradée, papier. Voilà. Aujourd'hui, on a une astreinte orientée cyber, mais qui sait aussi répondre à des pannes majeures du système d'information. Donc voilà, de la sensibilisation, de l'évolution, des évolutions quand même très très importantes et très structurantes. Bien, ça c'est une bonne nouvelle. Xavier, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ça, par rapport à la sensibilisation au niveau de l'Oncopol, par rapport à la gestion de crise ? Alors en fait, nous on est un peu soumis au même règlement et au même exercice, puisqu'en fait on fait aussi des exercices de crise 1 à 2 fois par an. Un qui est plutôt orienté PCI PRI, c'est-à-dire en fait orienté informatique, et un qui est plus orienté métier, en fait, qui est géré plutôt par les qualiticiens. Et en fait, on est tous impliqués et en conditions réelles pour plus d'une demi-journée. En fait, quelquefois, ça dépasse largement la demi-journée. C'est très important en fait de le faire avec le board de directoire. Parce qu'en fait, c'est comme ça ils arrivent à prendre conscience en fait de la difficulté que ça pourrait être de se retrouver dans des conditions en fait dégradées. Pour autant, en fait, pour avoir longtemps travaillé dans le monde du soin et avoir vécu des crises majeures comme celle d'AZF, par exemple, le corps médical et le corps soignant est quand même relativement résilient. C'est vraiment très très bien organisé, en ce sens que certes, on va perdre l'information du patient et l'accès au dossier, et il va falloir qu'on travaille en beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace pour traiter plus de patients. Mais malgré tout, en fait, quand on fait un retour d'expérience de ce genre de situation, on s'aperçoit que l'intelligence culturelle et commune de la profession fait qu'on se réorganise autour du soin et autour du patient. Donc en fait, c'est sûr qu'après, on peut pas faire jouer ce système d'adaptation pendant plusieurs mois. Il faut forcément qu'il y ait un relais, mais pour ce qui se passe au moment de la crise, et ben en fait, je trouve que c'est remarquablement bien fait. Après, pour ce qui est du plan de formation, c'est pareil. On a une collègue qui fait ça pratiquement à temps plein, enfin pas à temps plein parce qu'elle fait de la sécurité à côté, mais dont c'est le dada, et en fait qui est intraitable sur la formation. Et en fait, c'est bien passé dans l'ensemble des 3000 collaborateurs. On
on les attaque par des référents numériques, par des forums, par des cafés, par des lettres qui sont envoyées sur les emails, par des tests de phishing aussi, que ce soit par le grade ou par un prestataire externe. Enfin, on essaye tous les moyens pour essayer de faire monter en fait l'acculturation numérique du corps soignant. En ayant été médecin, je vois exactement quel est leur niveau. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de médecin dans la salle parce que je vais me faire trucider en sortant, mais en fait, en gros, on fonctionne, on va au plus pressé, on traite le patient et ça me fait chier l'informatique. Donc en fait, j'ai pas envie d'y passer du temps. Donc c'est à nous à faire en fait la contre-régulation et à dire bon, ok, la cybersécurité, c'est une chose. C'est indispensable, mais ça ne doit pas en fait impacter l'expérience utilisateur parce qu'en fait il faut fluidifier. Donc c'est pour ça que il y a des trucs qui sont à mettre en place sur ce genre de SI qui sont fragiles, comme le SSO, comme des techniques de fluidification en fait de l'usage de l'outil numérique, mais qui soient beaucoup plus sécurisés pour leur rendre service et faire en sorte qu'on aille tous dans le même sens en fait. Oui, ça c'est un point qu'on retrouve beaucoup. Il faut que la cybersécurité ne bloque pas l'utilisateur, sinon il va contourner et ça ne va pas marcher. Alors j'ai juste tordre le cou à quelques trucs qu'on entend partout, là, les 2FA, en fait, la double authentification. Donc c'est génial, la double authentification. Mais généralement, ce qu'on propose, c'est ça. Parce qu'en fait, on s'appuie sur des téléphones portables, donc en fait des algorithmes qui donnent un code qui est très court dans le temps et qui est peu valable dans le temps. Sauf que ça, c'est incompatible avec le comité de lutte contre l'infection nosocomiale de chaque établissement de soins. Donc en fait, il y a quelquefois des problèmes qui sont dus à la spécificité de la santé et il faut avoir des trésors de propositions et d'ingéniosité pour essayer de contourner les obstacles, mais il y en a à tous les étages. Et quand c'est pas bloqué par les murs et les verres thermiques. Voilà. Alors particulièrement à l'Oncopole où en fait on a des bunkers avec les accélérateurs de particules pour la radiothérapie et en fait on a zéro signal, quoi. Bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de difficultés. Peut-être une dernière question avant de passer au deuxième sujet qu'on voulait aborder, qui est la souveraineté. Au niveau de la loi qui est en préparation, des dernières directives, réglementations européennes, donc ça vous impacte ou ça vient vous renforcer ? Alors en fait, ce qui est, alors tu répondras aussi, mais ce qui nous fait un peu rire, c'est que grosso modo, on doit avoir 6 référentiels auxquels on doit émarger au niveau en fait, des recommandations de sécurité en santé. Et ils sont tous plus impactants les uns que les autres, où ils disent que ça devient opposable. Par exemple, à partir du 1er janvier 2026, il y a un certain nombre de mesures qui deviennent opposables. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, d'un point de vue procédure pénale, venir vous chercher parce que ça n'a pas été mis en place. Mais en fait, chaque régulateur fait ça dans son coin. Donc en fait, on en a du ministère de la Santé, on en a des ARS, on a de la NSSI, on a en fait l'Europe, on a... enfin voilà, et donc en fait, on a fait un travail avec ma plus proche collaboratrice qui est dans la salle, là, sur en fait lister tout ça et en fait commencer à regarder où est-ce qu'on en était au niveau maturité. Mais en fait, on en arrive à 250 lignes, quoi, pratiquement. Et comment est-ce que vous voulez qu'avec 3 personnes dans le SI qui s'occupent de la sécurité et qui ennuient le système, le SI, parce qu'en fait, les ingénieurs système, on tape à leur porte tous les jours en disant bon bah là il y a un truc, puis on découvre en fait des failles où on découvre des bombes qu'on n'avait pas vues avant et en fait qui deviennent encore plus critiques que ce qu'on était en train de gérer. Donc en fait, c'est un espèce de capharnaüm et la régulation. On aimerait qu'à un moment ou à un autre, en fait, tous les régulateurs ils se mettent autour d'une table et qu'ils nous fassent un truc harmonisé, parce qu'en fait là, c'est. Ok. Il y a un vrai poids de la réglementation qui, effectivement, on espère, il y aura une évolution là-dessus, parce que ça a quand même été un peu l'objectif de la nouvelle loi résilience des infrastructures et cybersécurité, d'essayer de rassembler plusieurs directives et d'avoir un seul résultat et pas... Oui, mais alors l'Europe est complètement légitime de son côté, ne regarde pas en fait la législation française. Quelquefois, en fait, il y a des trucs qu'on commence à faire avec le HDH, et puis en fait, on va basculer sur des clouds européens. Enfin, on a l'impression qu'en fait tout le monde tire la couverture à soi et tout le monde va dans son coin. Donc en fait, le mieux qu'on puisse faire, c'est
garder sa raison et puis en fait aller progressivement, de façon raisonnée pour sécuriser les trucs, etc. Et bon, bah, s'ils viennent nous chercher, ils viendront nous chercher, mais de toute façon, on aura fait le mieux possible pour l'environnement, quoi. Même constat, hein, on pourrait rajouter l'HAS, les commissaires aux comptes, la PGSSIS du ministère de la Santé, 480 lignes et actions. Donc effectivement, c'est assez difficile d'avoir un référentiel qui reprenne tout. En plus, moi je suis DSI, alors je suis jamais d'accord avec mon RSSI qui veut toujours en rajouter. Je dis mais non, cette ligne elle vient d'où? Donne-moi la référence, parce que c'est bon, à la fin ça fait des fichiers Excel dont on n'arrive jamais à aller au bout pendant la séance de travail de 2 heures qu'on avait prévu, parce qu'ils sont tellement longs. Puis en plus la mayonnaise monte, donc voilà. Donc on priorise. On s'appuie, on essaye quand même de considérer que cette réglementation, ce sont des leviers, de temps en temps des leviers financés, donc on priorise, on s'appuie sur ces mécanismes-là. Malgré tout, on avance. Moi, je considère qu'on a, de façon très objective, énormément progressé dans notre GHT. Enfin, il y a un gap qui a été franchi en efficacité de sécurité. Alors, on est naturellement totalement perfectible, mais enfin, c'est absolument plus comparable à ce qu'on pouvait voir il y a 5 ans, quoi. Alors, je vais remettre une pièce dans la machine. En plus, je vais vous parler de souveraineté, qui n'est pas un sujet simple. Sacha. Oui, en effet. Il y a eu beaucoup de tables rondes sur la souveraineté durant la mêlée numérique, notamment les dépenses que l'on fait, puis vis-à-vis des acteurs américains notamment, et puis la dépendance que l'on a technologique au niveau de ces entreprises américaines. C'est compliqué dans la cybersécurité. On a un panel aujourd'hui, et on le voit historiquement, qui viennent en fait de ces pays-là, avec des pays également qu'on connaît bien du Moyen-Orient et d'Israël, notamment, qui sont très spécialisés en cybersécurité. On a quand même quelques beaux fleurons, quelques acteurs. La vraie difficulté, on investit, nous, on a investi énormément donc en R&D, à base d'IA, pour développer en fait une solution de NDR, comme Cust comme je l'avais évoqué auparavant. Le vrai sujet, c'est que on a des gens qui sont déjà en place, et que si on veut faire confiance en fait à ces solutions qui sont souveraines, la souveraineté chez nous, c'est l'Europe. C'est comme ça qu'on le voit. Je ne sais pas si vous la voyez de la même façon, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit à nous. C'est difficile parce qu'en fait, on attend toujours les crédits impôt recherche, les subventions d'État, mais on voit très peu en fait aujourd'hui de financement par la commande, et c'est vraiment quelque chose qui est dommage. Donc, c'est un parcours de combattants. On y croit beaucoup. Je pense qu'il y a énormément de talents, il y a des capacités qui sont importantes, et il manque pas grand-chose en fait. Il manque de nous faire confiance. Évidemment, la maturité n'est pas la même technologique, parce que quand on construit quelque chose, il faut du temps pour arriver au niveau des gens qui sont partis bien avant. Mais on peut y arriver, et petit à petit, si la commande est là, je pense qu'on pourra progresser fortement. Donc ça, c'est la dépendance, je dirais, technologique. Et puis il y a une deuxième dépendance, pour moi, qui est encore plus importante, c'est le modèle opérationnel. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens externalisent. Bon, ils externalisent l'IT, en fait, voilà. Nous, on a pris le parti pris d'être à Castres. Notre NSOC à Castres. Voilà. Il faut, avec les éléments fiscaux que vous connaissez, voilà, avec les salaires, l'impact sur les salaires que vous connaissez. C'est plus facile d'être ailleurs. D'ailleurs non maîtrisé des fois, parce que en fait toute la chaîne de maîtrise, nous on est ISO 27001 à Castres, et on y croit beaucoup, et ça c'est le deuxième impact de la souveraineté, c'est faire confiance en fait à des gens. Mais évidemment, si on regarde uniquement dans les appels d'offres publics, il y a souvent 60-40, 60 prix, 40 techniques, et on est toujours dépositionné, ou on est souvent dépositionné par des acteurs globaux qui se veulent évidemment avec des coûts moindres par de l'externalisation. C'est vraiment ces deux effets. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'en appelle à ceux qui font les appels d'offres, ceux qui décident et ceux qui commandent. Donc, ça serait bien peut-être de penser également à des solutions non dépendantes technologiquement des Américains, et puis également avec un modèle opérationnel européen. Bon, on a quelqu'un ici qui représente une solution souveraine, donc on va lui donner la parole. Oui, la première des choses, nous, quand on va travailler avec certains de vos collègues ou des établissements de santé, quels qu'ils soient, c'est déjà de faire en sorte d'assurer que le service puisse vraiment avoir lieu, qu'il est simple, et on parlera de souveraineté évidemment en complément de ça.
L'établissement français du sang, aujourd'hui, ils utilisent NetExplorer parce que pour partager des fichiers, qu'ils soient administratifs ou avec des données de santé, c'est quelque chose qui est hyper bien intégré, qui est très simple et qui permet de travailler au quotidien facilement. La PHP à Paris, ils utilisent aussi sur d'autres cas d'usage qui vont être plus de la recherche, être capable de travailler à plusieurs. Et donc, on est vraiment dans des choses très concrètes qui est du quotidien et qui, effectivement, évoluent après dans un cadre qui doit avoir plusieurs piliers qui sont pour nous la souveraineté. D'abord, la maîtrise, d'être capable de vraiment maîtriser ces données. Moi, établissement de santé ou toute organisation d'ailleurs, je reste propriétaire de mes données, je sais où elles sont, je sais comment elles sont traitées, qui accède, comment est-ce qu'elles sont utilisées au quotidien. Donc j'ai une vraie traçabilité et puis je suis propriétaire. Si jamais je veux changer de fournisseur, passer chez un autre, j'en ai le droit, c'est mes données. Donc ce côté maîtrise est important. L'indépendance dont tu parlais, c'est quelque chose de clé. L'indépendance, c'est vraiment s'assurer que, bah oui, je suis maître de ça dans un cadre légal, d'un point de vue législatif aussi. Voilà, si on parlait de l'autre côté de l'Atlantique, en ce moment, c'est d'actualité. Bon, il faut qu'on puisse vraiment rester indépendant d'un point de vue de la juridiction, et puis aussi d'un point de vue, encore une fois, de ces données, de ce qu'on veut en faire, de la façon dont on veut les gérer. Et puis le dernier point, c'est la gouvernance. Voilà, j'ai moi aussi un contrat avec des partenaires. Il faut qu'on puisse parler d'égal à égal. Il faut qu'on ait vraiment, quand on a un problème, la capacité à être capable de gérer des problèmes comme de gérer des projets qui marchent bien. Avoir un contrat qui assure la réversibilité, qui assure tous ces points qui sont, dont on parlait au début, hein, sur la partie réglementation sur l'hébergement des données de santé, mais qui sont inclus aussi dans la partie contractuelle et dans la gouvernance au quotidien de ces données. Voilà, c'est des éléments qu'on met en place chez NetExplorer pour assurer que les établissements qui gèrent des fichiers puissent le faire d'une façon souveraine, donc en contrôle, en maîtrisant et comme bon leur semble, entre guillemets. Alors Jean-Christophe, toutes les solutions utilisées par le CHIC sont-elles souveraines? Y a-t-il une obligation pour les établissements de santé à utiliser que des solutions souveraines? Alors, nous devons utiliser des solutions homologuées au hébergement de données de santé, donc telles que la vôtre. Ça, c'est la base. Dès lors que nous n'hébergeons pas nous-mêmes nos propres données, ce qui est encore heureusement autorisé. Pas sûr que ça persiste. Pour autant, effectivement, on voit des directives de la DINUM incitant à mettre en place des solutions souveraines. La DINUM, la Direction interministérielle du numérique, donne des consignes à la fonction publique d'État. Les hôpitaux ne font pas partie de la fonction publique d'État, c'est la fonction publique hospitalière. Et à ce titre-là, on arrive des fois à une situation un peu surprenante d'avoir des acteurs homologués hébergeurs de données de santé, HDS, qui ne sont pas souverains. Oui. C'est possible. C'est la réalité. Et puis je pense que tous les hôpitaux de France aujourd'hui sont à au moins un endroit clients de Microsoft. Enfin, j'imagine pas qu'il y ait un hôpital en France qui n'ait pas un produit Microsoft. Bon ben voilà, Microsoft est HDS, et pas spécialement souverain. Donc cette question de souveraineté, pour moi, elle pose le problème de la loyauté des données vis-à-vis du patient. Naturellement, il y a l'usage primaire, hein, on les recueille pour les soigner, mais il y a aussi des usages secondaires de la donnée, des possibilités de réexploitation cachée dès lors qu'on n'est pas dans des environnements souverains et maîtrisés. Et ça, je pense qu'on a, nous, établissements de santé, ce devoir de loyauté. Alors, on n'est pas, s'agissant du CHIC, partenaire dans le cadre de l'hébergement de données avec Microsoft. On le fait avec un hébergeur souverain. Et puis, il y a aussi la loyauté vis-à-vis de celui qui héberge la donnée, qui la possède dans le cadre de réexploitation de recherche. Mercredi soir, le CHU nous avait invité à une présentation de la réexploitation de données au travers de leur entrepôt de données, l'entrepôt qui constitue, qui sont des mines d'or dès lors qu'on sait les forer. Et ce serait un peu dommage que nous, hôpitaux en France, on collecte les données. Hein. C'est un peu comme si on était des bûcherons, on va couper du bois précieux, et puis c'est d'autres qui vont les travailler pour faire des meubles qui vont vendre très cher. Nos données, ce serait un peu logique qu'à un moment qu'elles restent chez nous, qu'on ne se les fasse pas voler dans des usages secondaires et qu'on en reste maître. Voilà. Vous aviez peut-être un mot à ajouter sur le sujet? Sur la souveraineté, en fait, comment est-ce qu'on l'attaque? En fait, c'est un problème qui est compliqué, avec notamment en fait,
le Cloud Act qui stipule que n'importe quelle entreprise qui est de droit américain mais qui vous vend une solution en fait est capable sur une commission en fait de venir chercher les données parce que en fait c'est du droit américain. Donc en fait ça veut dire que on fait un choix qui est très rapide. Alors en fait je vais me mettre du côté de celui qui pense l'architecture et on a un devoir de vous épauler et en fait de particulièrement regarder de façon précautionneuse en fait les solutions qui sont souveraines et qui sont nées sur le sol français avec cette qualité en tête. C'est sûr qu'on ne va pas retrouver le même niveau quelquefois qu'une solution américaine. En revanche, en fait, je prendrai l'exemple de l'empreinte carbone. En théorie, on devrait prendre un seul avion de toute sa vie sur un long courrier. Et ben, en fait, c'est pas interdit de prendre l'avion. C'est juste qu'en fait, il faut le raisonner. C'est-à-dire que si les solutions qu'on veut utiliser, qui sont souveraines, font le job, et ben en fait, même si elles sont un tout petit peu immatures, etc., c'est notre devoir de plutôt orienter le débat pour le choix de ce genre de solution, quitte à faire du co-constructing et en fait faire évoluer les fonctions et en fait les faire évoluer dans le bon sens. Ou alors prendre une solution complémentaire pour faire ce que ne fait pas la solution qu'on a prise. Donc en fait c'est vraiment notre devoir d'avoir une attitude souveraine pour stabiliser des entreprises sur notre territoire avec une attitude souveraine. Après de l'autre côté en fait dans le monde de la santé, il faut bien prendre en compte que le soin c'est un des trépieds, mais il y a la recherche et il y a l'enseignement. Donc ça veut dire que grosso modo, on va interagir avec un nombre incalculable de big pharma et d'industries qui sont partout sur la planète et que en fait, nos compétiteurs au niveau scientifique, c'est des Américains. Si on utilise des outils de cloud français qui sont souverains, et ben, à un moment ou un autre, on est distancé, parce qu'en fait, on n'a pas la même puissance de feu. OVH n'a pas la même puissance de feu que AWS, où je dis, bon, bah, je voudrais 250 GPU, et en fait, je les veux maintenant. Non, c'est pas possible. En fait, il faut vraiment voir que les applications de la souveraineté en médecine ont des orientations qui sont différentes en fonction du soin et en fonction de la recherche et de la production scientifique. Donc, en fait, à un moment, eh ben, on va dire, on va prendre un long courrier, mais on va faire en sorte de l'utiliser le moins possible, et puis en fait, de l'utiliser de façon raisonnée. Et donc, en fait, c'est là où on arrive dans une attitude qui est un peu hybride, tout en essayant en fait de prendre en compte le Cloud Act et donc de protéger nos données. Donc en fait, je rejoins exactement ce qui a été dit sur en fait le côté riche de nos données. Et en fait, c'est vraiment l'or qu'on sort de la mine en fait. Et encore plus parce que la médecine est incompréhensible pour la plupart du monde. Et en fait, on a une donnée qui est brute, mais qui a été interprétée. Donc dès lors qu'on a une donnée qui est interprétée, on change de niveau de qualité de la donnée, et en fait on peut entraîner des algorithmes d'IA. Et vous voyez où je veux en venir en fait, c'est que là actuellement, le gros problème que ça va poser, c'est l'implication de l'IA dans le monde de la santé et dans les données. Et encore plus large, si on ouvre le scope, c'est que vous parliez en fait de souveraineté de la donnée. Mais en fait maintenant, regardez, faites un test auprès de vos collaborateurs, demandez qui n'utilise pas, donc c'est la négative, hein, les métamodèles et donc en fait les assistants conversationnels, il n'y a plus personne qui l'utilise, il y a 10% de la population qui ne l'utilise pas. Toutes les données qu'on donne au métamodèle sont renvoyées au modèle général pour faire du reinforcement learning. Donc en fait, de toute façon, en fait, on a déjà perdu la bataille. Donc en fait, c'est vraiment une attitude globale qu'il faut qu'on ait en fait sur l'approche de la santé et en fait de la souveraineté au niveau de la santé, mais de façon plus globale au niveau de la France. Sacré, je ne sais plus quoi dire après ça. Non, mais en tout cas, on a bien vu hein, les problématiques de cybersécurité, de souveraineté. Je ne suis pas sûre que la réponse pour booster son immunité soit immédiate.
faut un peu reprendre tout ce qui a été dit et puis voir comment on peut mettre en place. C'est sûr que les solutions prennent du temps, mais il y a une volonté. Je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, chacun ? Je peux juste commencer. Ouais, il y a eu quand même une augmentation de la maturité au niveau de la cybersécurité dans le domaine de la santé. Tu l'as dit, Jean-Christophe, depuis 5 ou 6 ans, là, ça accélère. Enfin, les réglementations nous obligent, vous obligent certainement. Je pense que les prestataires tout autour s'améliorent également. Moi, je l'ai réellement vu. Hein, on avait, enfin, même d'un point de vue personnel, les gens disaient bon, j'ai jamais été cyberattaqué ou il n'y a jamais vécu de cybermalveillance. Et maintenant, il y a 95% de la population qui a forcément son email et voir son password sur le dark web. Donc il y a une maturité organisationnelle, technologique. Donc évidemment c'est un long chemin, mais je crois que il faut accélérer, hein, il faut essayer de tenir le cap, tout simplement. Ouais, peut-être un mot sur ce qui fera qu'on va y arriver ensemble, c'est un peu la partie confiance. C'est-à-dire que comme il faut tous les soignants qui soient en confiance pour pouvoir nous soigner, nous, c'est notre rôle, c'est un peu de travailler ensemble pour mettre en place tout ce qu'il faut pour protéger. C'est vrai, pour protéger les données, pour protéger les systèmes d'information. Et la chance qu'on a, c'est qu'on peut travailler au quotidien sur ça, qu'on a les moyens de faire évoluer ensemble des solutions et de faire en sorte qu'elles interagissent, pas du jour au lendemain, par briques, pour, de façon hyper pragmatique, aller faire en sorte que cet aspect cyberdéfense, on arrive à le mettre ensemble en place, mais vraiment de façon opérationnelle pour que ça serve vraiment à la fin les personnels soignants. Un dernier mot ? Bon, au niveau de l'hôpital, bien garder en tête notre mission qui est celle de servir le patient, de lui garantir la confiance et donc au travers de là, lui garantir la qualité et la sécurité de ses données. Donc c'est devenu notre travail, c'est devenu notre quotidien, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, mais aujourd'hui ça l'est. Voilà. Moi, j'aurais en fait envie de focaliser sur le personnel soignant qui est quand même sous contrainte en permanence. Donc je pense qu'on n'y est pas là actuellement au niveau des solutions de cybersécurité et au niveau de tout ce qu'on met en sécurité. On n'y est pas parce que forcément c'est contraignant dans leur journée et en fait dans leur charge. Je pense qu'on va arriver à un niveau de sécurité à un moment où on aura bouché un peu tous les trous et en fait on va pouvoir commencer à stabiliser un peu l'interaction avec les utilisateurs, les usagers. Et j'aimerais énormément qu'en fait on travaille sur le fait que cybersécurité ça devienne complètement transparent et on n'en parle plus, mais le job est fait. En fait, c'est une responsabilité de tous et tout le monde est impliqué. Le deuxième truc, en fait, je ne vais pas de nouveau faire le dépressif là, mais en fait entre l'engagement et en fait ce qu'on va devoir assumer comme attaque cybersécurité l'année à venir, je pense qu'en fait on va se retrousser les manches et qu'on va faire de l'expectative armée. Et il y a un deuxième truc moi qui me fait un peu de soucis, c'est l'émergence des modèles d'IA pour la cybersécurité, pour les attaques. C'est-à-dire qu'en fait, les modèles d'IA maintenant sont capables de trouver des failles zero day en fait sur des matériels qu'ils ne connaissent pas, et en fait s'immiscer dans les systèmes informatiques. Donc en fait, ce qu'on va voir arriver là, c'est des menaces de sécurité qui vont être plus fréquentes et de plus en plus impactantes, parce qu'en fait ça va être des outils sur étagère à la disposition de n'importe quel hacker qui a quelques bitcoins. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir.